Je pense le type de production, d'état d'être du photographe à l'égard du paysage, il y a ceux qui vont être dans une attitude de captation et d'autres davantage de réception. Et moi, je pense que mon approche est plutôt du côté de la réception. J'avais entendu à un moment donné Pierre de Fenouil s'exprimer sur ce point-là, en disant qu'il ne prenait pas de photographie, ou il ne prenait pas des photographies de paysage, mais que c'était plutôt le paysage qui lui apparaissait un état d'accueil possible du paysage, qui après est restitué par le médium photographique. La photo, c'est quelque chose qui touche un peu le sensible, comme le paysage. Et du coup, les langues, généralement, ont plus tendance à se délier face à une photo. Sans cet outil, les gens vont plus peiner à parler. On met la photo sous leurs yeux et effectivement, ils se rendent compte qu'ils le disent d'eux-mêmes, qu'ils voient certaines choses qu'ils peuvent trouver moches, d'autres plus jolies. Et du coup, nous, techniciens, on vient justement dans le dialogue les aider à cibler leurs réflexions et à vraiment donner leur avis plus précis, pas les orienter, mais les accompagner. Contre toute attente, un paysage bouge, se transforme, a des dynamiques internes qui sont non pas cryptées, mais on peut les comprendre qu'à partir du moment où on s'est penché un peu sur ces problèmes-là. Il faut aider à regarder quelque part. Et on voit bien comment change la perception de ce paysage, que ce soit pour les habitants du territoire ou les gens de l'extérieur, quand on est sur des parcours d'interprétation, des choses comme ça. On voit très très bien la différence, ce qui se joue quelque part. On utilise le visuel photographique et finalement c'est un support qui parle à tout le monde. Donc après, on arrivait à faire réagir les gens pour travailler sur le paysage. Quand je vous parle de déprise, qu'est-ce que ça veut dire ? J'y mets une image. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Donc c'est vrai que c'est un outil de médiation qui s'est avéré pertinent pour la construction de la charte paysagère de Haute-Terre-d'Oc. On l'avait, je me souviens, utilisé. C'est comme si on avait emmené un petit bout de territoire sur la table et effectivement, ils discutaient de ce territoire. En fait, dans le corpus là, de cet observatoire-ci, il y a des vues qui contiennent des états du territoire pas particulièrement heureux, on peut le dire. On ne fait pas de la promotion touristique, donc c'est vrai qu'on ne va pas avoir des clichés pour vendeurs du territoire. Mais on a eu des réactions assez rigolotes. Mais vous pouvez pas montrer cette photo, c'est pas possible. Mais si on prend ça, jamais personne ne viendra. Et après, il y a des clichés aussi qui pouvaient être clivants. Donc ça, puisqu'il y a des éléments qui font débat sur notre territoire en termes d'aménagement du territoire, mais ça reste des éléments à observer. Typiquement, les énergies renouvelables, on a un débat sur notre territoire là-dessus, mais ça reste quelque chose que nous devons observer pour voir quel impact ça a dans le temps court et dans le temps long sur le paysage. Sur le territoire d'un parc naturel régional, c'est un territoire essentiellement rural. Je suis le maire d'un petit village, donc je suis né dans ce petit village. Bon, après, je suis allé à la ville, comme beaucoup de personnes, mais je vois bien en discutant avec les gens de mon village, de mon environnement immédiat, qu'il y a finalement un double sentiment vis-à-vis de cette identité au niveau paysagère, mais aussi patrimonial, petit patrimoine vernaculaire. Ce sont deux choses qui se rejoignent. Les gens en milieu rural, ils font à la fois une espèce de petit complexe vis-à-vis de l'urbanité qu'ils voient véhiculée par les médias, mais ils sont à la fois un petit peu complexés, mais aussi très fiers de la singularité, de la particularité de
de leur environnement immédiat. Et c'est vrai que l'Observatoire photographique des paysages permet justement j'allais presque dire, de leur permettre d'assumer leur paysage sans aucun complexe par rapport au paysage urbain. Et les habitants du territoire et les acteurs sont conscients d'habiter, de travailler, de vivre dans un parc naturel régional. C'est quand même aussi quelque chose qui ressort du territoire et ont besoin de donner leur avis sur ce territoire. Peut-être plus que sur un autre. Ensuite, c'est un territoire qui est peu habité, vous l'avez vu, et la population est très concentrée dans, on va dire, la partie sud du territoire. C'est-à-dire que les parties plateaux sont très peu peuplées. On a avec une ville-centre un peu qui est Laconne. Et après, on a la Salvetat, mais à plus petite échelle. Et ensuite, vous avez vraiment je crois que c'est 70% de la population qui est concentrée sur ce qu'on appelle le sillon. Et donc vallée du Jor, vallée de l'Orbe, et vallée du Toré, et ensuite tout le rebord, tout le contrefort nord de la Montagne Noire jusqu'à Reveil. Le Haut-Languedoc, vous avez cette question de village-rue, qui sont traversés en plus par des gros axes routiers. Ça, c'est vraiment les camions, etc. Et donc on a des villages absolument désert le long de la départementale, avec des flots de camions. Il reste des commerces, quand il en reste. Et qu'est-ce qu'on fait de ces rideaux bâtis ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, ce sont des vraies questions. On ne peut pas laisser ces maisons à l'abandon. Sauf qu'à un moment donné, plus personne n'ira vivre avec des camions qui passent à 1 mètre de la maison. C'est pas possible. Donc trouvons d'autres fonctions. Donc l'idée, c'était d'apporter un peu le rôle du parc là-dedans, justement pour les communes qu'on a accompagnées qui étaient dans ce cas de figure-là. C'est quel avenir on imagine pour ces rues-là ? Parce qu'à un moment donné, c'est perdu pour ces rues-là. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Mais qui retrouve aussi un peu d'espoir là derrière. Ça c'est perdu, mais derrière, on peut faire d'autres choses. C'est pas parce qu'il y a pas c'est pas de la maison, ça peut être autre chose. Là, c'est de l'intérêt général. Et en plus, on est vraiment dans le cadre de l'intérêt général. On n'est plus, on sort du marché immobilier là. On est sur d'autres enjeux. Oui, on hérite de la politique de zonage, c'est vraiment ça. Il y a des pratiques d'urbanisme, de planification qui ont perduré, et ça c'est vrai que ça a marqué nos paysages. Et on ne peut pas revenir en arrière. Donc la vraie question des urbanistes d'aujourd'hui, et c'est vrai que l'Observatoire photo le questionne, on le voit nous, c'est en termes de planification, comment on accompagne notre adaptation, ces grandes vastes zones pavillonnaires, comment on les remet dans le fonctionnement urbain, comment on densifie, parce qu'on ne peut pas densifier n'importe comment, c'est pas possible. C'est cette question de la rationalisation à un moment donné qui se pose, et puis surtout du cadre de vie. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens font 25 minutes de route pour aller au supermarché. Cette vie-là ne m'intéresse pas. Et du coup, on met en place des stratégies. Heureusement, en fait, les choses changent, je pense, aujourd'hui. Je pense. Parce qu'il y a de plus en plus de gens un peu qui en ont assez, justement, d'être dans la voiture et de consommer. C'est parce que ça veut dire consommer différemment. Ça veut dire proposer une vie à ses enfants différente. Ça veut dire habiter aussi différemment. Et pas mal de gens se retrouvent un peu... dans le périurbain, il y a des choses qui bougent aussi. C'est assez intéressant. Dans le village et les hameaux, on assiste à ce que j'appelle le syndrome des volets fermés. Quand on traverse le village en semaine et surtout l'hiver, on voit essentiellement des maisons fermées. Les modifications sociales et les RTT
ont permis de modifier un peu ça avec l'allongement des week-ends. Mais c'est vrai que dans mon village, il y a 2 fois plus de résidences secondaires que de résidences principales. Donc maintenant, c'est comment on reconnecte notre urbanisme à nos territoires. Ça, c'est vraiment comment on reconnecte les modes de vie, mais derrière, c'est comment j'habite, comment je travaille, et donc comment j'aménage mon territoire dans mon territoire. Et on avait oublié le mot territoire. Et ça, c'est pas un exercice facile au quotidien. Mais c'est vrai que cette désertification rurale, c'est véritablement un énorme problème pour notre territoire, comme pour beaucoup d'ailleurs de territoires. Et là, en tant qu'élu, je me bats beaucoup à tous les niveaux là-dessus, en étant un petit peu énervé, puisqu'il y a bien un double discours. On constate, on déplore cette désertification rurale, et en même temps, pour employer une expression consacrée actuellement, on l'organise. On l'organise en regroupant, c'est très bien, autour des bourgs-centres, mais en regroupant les commerces, les derniers commerces s'en vont, tous les services publics s'en vont, qu'on appelle parfois services au public, on voit bien la nuance, enfin c'est plus qu'une nuance, les écoles se ferment, et puis ces villages deviennent des lieux de résidence secondaire pour les urbains, sauf que les urbains qui viennent là ne peuvent pas matériellement entretenir ce paysage, mais ils souhaiteraient qu'il reste comme il était. Et ça devient très difficile. Et quand on demande aux agriculteurs, quand on dit aux agriculteurs d'être les jardiniers, ils disent « Attends, je suis désolé, ça n'est pas mon travail ». Voilà, ce que je comprends tout à fait. En ce moment, les vraies questions, enfin, il y a des questions de planification qui se posent assez fortes. Il y a sur la densification notamment, il y a une exigence de maîtrise de l'extension des villes et des villages. Le problème, c'est comment on organise la densification, parce qu'on se rend compte que ça génère énormément de questionnements et de problèmes de gestion de ville. Parce que sur le parc, on a de nombreuses communes qui sont d'origine médiévale, donc des petits bourgs généralement situés sur des promontoires rocheux, ou juste vraiment des bourgs très serrés. Et c'est des maisons qui sont chandelles, collées toutes les unes avec les autres, avec des ouvertures plein nord et dans des ruelles très étroites. Donc pareil, la voiture n'y passe pas. Donc c'est des problématiques rencontrées par de nombreux bourgs sur le territoire du parc. Et effectivement, il y a le rachat il y a de la vacance, aussi des logements qui deviennent insalubres. Je le vis là actuellement sur un des derniers commerces qui a fermé. C'était un café, hôtel, restaurant. Et j'ai eu une forte pression de la population me demandant, en tant que maire, d'acheter le bâtiment. C'est quand même 1000 mètres carrés de plancher, c'est pas rien. Et j'ai d'abord répondu dans un premier temps, écoutez, c'est pas obligatoirement la vocation d'une municipalité de gérer ce type d'établissement, sauf que les propriétaires m'ont dit, mais écoutez, si on ne trouvait pas d'acquéreur, il y avait trop de travaux à faire, mais on va vendre à la découpe. Vendre à la découpe, oui, même dans un petit village, vous voyez, ça voulait dire, sur la place centrale du village en plus, que le dernier lieu où se crée le lien social, le café, allait disparaître. En fait, à un moment donné, le retour dans les centres, il ne se fera qu'avec l'action d'une puissance et d'une volonté publique. Parce que le laisser au privé, alors soit ça ne se fait pas, c'est une chose, pour X, Y raison, manque de moyens, etc. Ou ça ne se fait pas dans des conditions faciles, après de gestion pour la puissance publique. Typiquement, je veux rentabiliser une maison que j'ai dans un centre-ville, je le découpe en 10 appartements, sauf que derrière, le stationnement, il se passe quoi ? Enfin, question d'élu simple, mais
Derrière, c'est du cadre de vie, les gens ne peuvent rien faire. Donc comment je restitue l'attractivité à ces logements-là? Et même aux espaces publics, parce qu'on voit que c'est abandonné, etc. L'action publique sans une volonté forte, ça ne marche. Enfin, en tout cas, nous, là, sur les dernières expériences qu'on a vues, ça ne fonctionnait pas. Donc il y a toute une politique, effectivement, d'action foncière, d'action sur le foncier, d'action sur le bâti. Et c'est du travail de couturière, c'est maison par maison, démolition par démolition ou pas, quelle stratégie. Mais il y a une grosse question aussi, c'est construire cette stratégie pour le village ou la ville. Mais construire une stratégie, parce qu'on ne peut pas détruire d'un côté n'importe comment. Il faut conserver à la fois, il y a un enjeu patrimonial, donc conserver ce qui a de la valeur, mais il y a aussi faire que ça fonctionne, que le fonctionnement urbain, le fonctionnement à l'intérieur marche et que ça donne envie aux gens de revenir. Moi, je peux faire des photos qui ressemblent beaucoup à Verdun pendant la guerre de 14-18. C'est pas un retour à un état initial, d'autant plus que dans des soucis de rentabilité immédiate et des choses comme ça, on replante tout de suite en laissant des souches, des espèces de tumulus horribles. Et c'est vrai que ça, c'est très difficile à accepter pour les gens. Si on avait retrouvé des prairies, voire des landes de fougères, ça aurait été sûrement plus joli. Mais là, comme ça, bon, les arbres vont repousser. Et alors, pour éviter que cette espèce de territoire blessé, déchiré, mutilé, dénudé perdure, on entend bien toujours le même discours, mais on va à nouveau planter des résineux parce que ça pousse plus vite. Le vrai problème pour moi, ma commune, c'est un peu plus de 4000 hectares. Les 3/4 de la commune, couverture forestière. C'est pratiquement le même taux pour l'ensemble du parc naturel. Le vrai problème, c'est que une forêt, c'est pas une forêt primaire, c'est quelque chose qui s'entretient et qui ne peut s'entretenir, se diversifier à propos de l'accueil du public, par exemple, ou des choses comme ça, que si on a de l'argent. Et la valeur ajoutée, le problème, c'est qu'elle ne se joue pas sur le site, elle se joue ailleurs. Et moi, je vois sur ma commune, il n'y a rien. L'argent se fait dans la plaine, entre guillemets, dont on ne dispose pas d'argent pour essayer d'imaginer autre chose. Quand on est sur des ateliers, par exemple, participatifs, là, on en a fait pas mal dans le cadre du plan de paysage qu'on mène sur le territoire du Minervois du parc. On va utiliser justement plus les outils sensibles, comme la vidéo, comme la photographie, pour être support de discussion, mais aussi les visites terrain, les arpentages terrain, pour faire parler les gens et avoir aussi leur ressenti. Donc c'est vrai que c'est des outils pour la concertation qui sont absolument formidables. On va dire le paysage, parce que c'est un grand mot quand même, le paysage. C'est cette intimité qu'on a avec son territoire ou avec un territoire qu'on découvre. Mais voilà, c'est ce rapport qu'on va avoir, ce rapport un peu physique qu'on va avoir avec un lieu. Les gens qui habitent, je crois, acceptent quelque part que avec le temps, il y a une évolution. Par contre, les urbains veulent retrouver quelque chose qui serait immuable. Les gens qui habitent disent « mais attendez, c'est pas vous qui décidez, ce paysage nous appartient ». Et là, je suis obligé de leur dire « non, le paysage ne vous appartient pas, le paysage, il appartient à tout le monde ».
Et effectivement, le sensible va apporter c'est un peu comme un guide qu'on va avoir, alors que l'affect, c'est vraiment ce que la personne, par son vécu, par son expérience, va avoir sur un paysage, alors que le sensible, c'est comme un guide, une narration qu'on peut avoir sur un territoire.